Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin. Meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de bonheur, de réussite professionnelle et personnelle pour vous et vos proches. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin avec un partenaire de taille pour Inbonis et j'ai l'honneur de partager cet événement avec Thierry Millon. Bonjour Thierry, Bonjour Emmanuel. directeur des études chez Altares Dun & Bradstreet. Nous allons parler ce matin du financement de vos entreprises depuis le contexte lié à la crise Covid. On n'ose plus trop parler de sortie de crise, mais de financement depuis cette crise et d'adaptation à toutes les incertitudes contextuelles auxquelles nous devons tous faire face. Alors, quelques précisions techniques avant de laisser la parole à Thierry qui se présentera et qui débutera cette présentation. Donc, tout d'abord, ce webinaire est enregistré. Vous avez également la possibilité, tout au long de la présentation, de poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de présentation et si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous reviendrons vers vous individuellement afin de vous apporter tous les éclairages nécessaires dont vous aurez besoin. Merci à tous d'être là. Je laisse donc la parole à Thierry. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Excellente année à tous. Elle se présente dans des configurations qui semblent assez proches de celles de l'année dernière et pourtant nous avons passé une finalement très bonne année 2021. Sur le plan sanitaire, nous avons un niveau de vaccination qui est tout à fait remarquable et sur le plan de la santé économique, une croissance qui est tout à fait importante. Les entreprises, elles en sont où en ce début d'année 2022 ? L'incertitude gagne les particuliers, les consommateurs, mais aussi les dirigeants. Nous allons voir où est-ce que nous en sommes pour ce 1er janvier, ce début d'année 2022. D'abord avec un rappel, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides. C'est ces aides qui ont contribué à être aujourd'hui sur un niveau de sinistre relativement bas, pour ne pas dire très bas, on va le voir tout à l'heure. Ces aides ont été à la fois indispensables et bien contenues pour à la fois sauver les entreprises de la faillite, mais aussi leur permettre, parce que c'était juste très important pour réussir sa reprise, pour permettre à cette entreprise donc de réaliser des investissements, se préparer pour aborder la reprise de la meilleure des façons. Alors, j'ai retenu 4 dispositifs parmi les plus importants. Les PGE, nous étions donc à la mi-2021 à 140 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 3 milliards au-dessus, c'est-à-dire globalement la moitié, un peu moins de ceux qui avaient été envisagés, 300 milliards. Pour autant, c'est un dispositif qui a été largement plébiscité, on va le voir, par les entreprises. Le chômage partiel, évidemment, l'activité partielle plus précisément, le fonds solidarité pour des entreprises de plus petite taille et les reports de cotisations sociales qui ont été indispensables, là aussi, pour tenir les niveaux de trésorerie. Regardons d'abord les PGE pour nous apercevoir que les PME de 20 à 250 salariés ont à elles seules été plus du tiers, en gros tiers, à solliciter ces PGE. Je le précise parce qu'on a tendance évidemment à se concentrer sur les petits et c'est bien naturel puisque les TPE représentent plus de la moitié des utilisateurs de ces prêts garantis par l'État. Pour autant, nous avons aussi, naturellement, des entreprises de plus grande taille et c'est important parce que ce sont des employeurs. Il était important que ces entreprises tiennent pour tenir l'activité, bien évidemment, et aussi tenir l'emploi. Et on voit que nous finissons l'année 2021 bien en deçà des prévisions de chômage qui avaient été craintes ou redoutées il y a un an.
Deuxième sujet que nous pouvons aborder, c'est celui de l'activité partielle qui concerne évidemment les employeurs, par conséquent davantage d'entreprises de plus grande taille et là aussi les entreprises de taille PME de 20 à 249 salariés représentent un gros tiers et les ETI essentiellement le reste. Donc on a là aussi un bon moyen d'éviter que ces entreprises suppriment des emplois et soient prêtes à répondre immédiatement lorsque la reprise était au rendez-vous. Troisième sujet, les fonds de solidarité qui naturellement sont davantage destinés aux petites entreprises qui l'ont utilisé et qui là aussi ont conduit à ce qu'elles puissent tenir. L'essentiel des défauts, vous le savez, sont des défauts sur des entreprises de moins de 10 salariés, puisque les TPE représentent plus de 90% des acteurs économiques de notre pays. Dernier sujet, donc les cotisations sociales. C'était important à la fois de permettre aux entreprises d'imaginer une sortie en leur permettant de reporter les règlements d'une part, et ensuite d'obtenir avec les agents de recouvrement la possibilité de différer sur un amortissement de 12, 24 ou 36 mois, et parfois ponctuellement au-delà d'ailleurs, le paiement de ces cotisations. Tout ça nous permet d'observer que nous avons aujourd'hui un niveau de défaillance très bas. Très bas. Nous sommes à la fin de l'année 2021 à observer que nous avons un niveau de défa un peu supérieur à 28 000. Altares le précisera dans les prochains jours dans le cadre de son rapport annuel habituel. Nous avons donc un niveau de défaillance un peu supérieur à 28 000. C'est un niveau que nous n'avions plus connu depuis 1986. Nous avons eu des situations de crise plus fortes, ou au moins aussi fortes que celles que nous avons connues sur 2020 et 2021. Pour autant, sur ces crises passées, les niveaux de défaillance étaient très élevés, au-delà de 60 000 et même au-delà de 63 000 défauts. C'était le cas déjà dès 1993. Puis, bien évidemment, plus près de nous sur les effets des crises des subprimes, avec ceci particulier, c'est que nous avions probablement tous en tête que le niveau de défaut le plus important a été relevé en 2009, au moment du début de la crise des subprimes. En fait, nous avons des niveaux qui étaient un peu supérieurs sur la période de la crise de la dette en zone euro, sur une plus longue période, par ailleurs, 2013, 14, 15. Nous étions donc très largement au-dessus de 60 000 défauts et nous sommes retombés donc en dessous de 60 000 à partir de 2016 et on voit que désormais, le niveau est très bas. Les aides qui ont été mises en place, les plus de 200 milliards d'euros, ont servi, on le voit bien, à permettre aux entreprises de résister. Ces entreprises donc sont des petites et des grandes et regardons naturellement s'il y a des effets qui peuvent être observés en fonction des tailles. Donc globalement, sur la dimension des entreprises qui font défaut, nous avons bien évidemment beaucoup plus de TPE, je le redis, c'est plus de 90% de la population des entreprises françaises. Il est donc normal que nous les retrouvions dans le niveau de défa. C'est pourquoi regardons dans un niveau rapport ce que cela peut vouloir signifier. D'abord, sur une période longue, mais moins longue que celle que je vous ai présentée juste avant, c'est-à-dire 2020-2021, regardons quels ont été les ratios de nombre de PME-ETI sur l'ensemble de la population qui a fait défaut. Sur les périodes 2002-2003, nous avions plus de 9% des entreprises qui tombaient, qui étaient des entreprises de statut PME-ETI. C'est un taux qui n'a pas été retrouvé par la suite, mais qui a été approché à l'occasion de la crise des subprimes en 2009, avec un taux supérieur à 8 points, des taux que nous avons à nouveau trouvés sur les crises de la dette européenne en 2012-2013. Et puis, le taux de PME ETI sinistrés a baissé très régulièrement
jusqu'à atteindre environ 6,5% sur la période de 2016-2019. Et puis, boum, malheureusement, en 2020, la crise Covid sanitaire arrive et le niveau des PME fragiles est encore une fois forcément mis en avant. Et il était important, du coup, de les soutenir, puisque, je le redis, ce sont des employeurs. Donc, ces entreprises PME ETI représentait près de 7% de la totalité des entreprises qui déposaient le bilan. Avec, je dis déposer le bilan, je sais bien que ça peut paraître un abus de langage, mais c'est en plus une réalité pour le coup, puisque sur la période 2020-2021, il y a eu peu ou pas il n'y en a eu pas du tout à partir de la crise sanitaire et peu avant d'assignation par les organismes de recouvrement, notamment l'URSSAF, ce qui fait que les entreprises qui allaient au tribunal, il y allait donc sous forme de dépôt de bilan. Ces entreprises, donc PME, ETI, représentent environ 7%. Sur 2020, on avait beaucoup de PME, ETI du retail. Je pense que vous avez en tête les principales enseignes qui ont pu tomber. Alors, beaucoup se sont redressés depuis, tant mieux, parce qu'elles avaient entamé une démarche digitale, mais elle n'est pas totalement accomplie. Donc ces entreprises-là, ces grandes marques, n'ont pas toutes été sauvées, mais beaucoup. Sur 2021, on est sur des activités beaucoup plus larges, et notamment à la fois de la construction, du bâtiment, donc, et surtout de l'industrie. Donc sur cette partie-là, nous avons choisi de regarder l'approche sur une situation sectorielle. Je le redis, l'exercice 2021, nous sommes en train de finir les chiffres donc, chez Altares, mais pour autant, je vous ai mis en pointillé, en bout d'exercice 2020-2021, ce qui devrait être donc la tendance définitive, avec tout en haut la courbe du bâtiment. Alors, sur le bâtiment, nous avons, sur les PME ETI, sur les seules PME ETI, une courbe qui était très bien orientée depuis 10 ans, avec une diminution très importante du nombre de structures employeurs qui étaient contraintes de passer par le tribunal de commerce. Ces entreprises-là, donc jusqu'en 2020, ont été de moins en moins nombreuses. Et puis, sur 2021, malheureusement, la situation s'inverse. Alors, on est loin encore de revenir au niveau de 2019, malgré tout. Pour autant, la tendance est très clairement à la hausse. Je ne sais pas encore dans quelle proportion, mais on peut craindre que ce soit pas loin de plus 10% malgré tout. Sur les autres activités, on continue d'être sur un niveau de défaut qui recule, à l'exception du transport routier qui est au mieux sur les PME ETI, je leur ai dit, sur une stabilisation du nombre de défauts, et sinon, plus probablement, sur une légère augmentation. Et ces niveaux-là vont naturellement augmenter sur 2022, parce qu'il y a aujourd'hui une situation qui est assez critique sur les coûts d'exploitation, et en particulier de l'énergie, des carburants. Donc sur cette partie-là, il n'y a malheureusement pas de chance à ce que nous puissions avoir un exercice 2022 qui, une fois encore, nous permettrait d'avoir un niveau de défa comparable à celui que nous avions en 2020 et 2021. Rappelons qu'au global, sur une année pleine, notre économie compte environ 50 000 entreprises en procédure collective, 50 voire 55 000. Nous étions à 52 000 en 2019, et depuis chaque année, 2020 et 2021, nous avons gagné par an 20 000 défauts. Ces 40 000 entreprises, on peut toujours imaginer que nous allons les retrouver sur les exercices suivants. Je ne le pense pas. Certaines ont été aidées, et cette aide a permis à l'entreprise de se mettre dans une configuration lui permettant de changer ou d'adapter son modèle, et surtout de se digitaliser.
Pour autant, ne soyons pas dupes, nous reviendrons sur les PGE un peu plus tard, la situation des entreprises reste une situation où si le niveau de trésorerie est plutôt plus confortable naturellement que nous aurions pu le craindre, si les avoirs bancaires sont plus importants que nous aurions pu le craindre, la situation de trésorerie aujourd'hui est en train à nouveau de s'effilocher. Alors on est sur des niveaux qui restent bien évidemment plus confortables que craint, mais on est malgré tout dans une situation où il va falloir amorcer un retour d'activité, j'allais dire normal, à la fois sur le jeu concurrentiel, c'est bien meilleur, parce qu'il y a des entreprises qui ont tenu grâce aux aides et qui ont perturbé le jeu concurrentiel, il faut bien le dire, mais il y a aussi le fait que, heureusement ou malheureusement, il va falloir se remettre dans une activité, et beaucoup d'entreprises l'ont déjà fait, où il faut repartir au règlement fournisseur, au règlement cotisation et au règlement naturellement des PGE. Donc Emmanuel y reviendra, mais la situation pour 2002 nous laisse évidemment à imaginer que le niveau de défaut sera supérieur à celui de 2021, mais espérons-le, et probablement d'ailleurs encore inférieur à celui de 2019. Voilà Emmanuel, je vous laisse la suite. Comment renforcer ou pourquoi renforcer le bilan de son entreprise? Merci Thierry. Donc effectivement, nous allons voir maintenant pourquoi il est nécessaire d'avoir une attention particulière sur le fait de renforcer le bilan de son entreprise. Tout d'abord, comme l'a dit Thierry en préambule, nous sommes dans un contexte incertain, certes avec un niveau de trésorerie haut, mais avec un niveau de trésorerie qui tend à s'effriter petit à petit. Il faut savoir que culturellement et historiquement, les entreprises françaises, et de façon générale européenne, ont un niveau de fonds propres qui est largement inférieur aux entreprises outre-Atlantique, c'est-à-dire aux entreprises des États-Unis. Et au sein des entreprises européennes, les entreprises françaises ont quant à elles un niveau de fonds propres encore plus faible que, par exemple, nos voisins allemands. De ce fait, on a des entreprises qui se financent majoritairement par de la dette et des études ont été faites et ont montré que le niveau de prise de risque des dirigeants, le niveau d'investissement long terme et leur capacité à se projeter et à se développer est intimement corrélé à ce niveau de fonds propres. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un indicateur fort de la part de l'ensemble de la place financière. Le niveau de fonds propres des entreprises permet en fait d'évaluer la pérennité du modèle d'une entreprise et d'apprécier sa capacité à honorer ses engagements financiers. La solvabilité des entreprises est appréciée donc en comparant son niveau de fonds propres avec celui de ses dettes financières, et c'est un indicateur qui est indispensable pour bénéficier de nouveaux financements. Donc, pour pallier et pour renforcer nos entreprises, et vous avez entendu parler certainement en début de semaine d'un nouveau plan au niveau de l'État qui est stratégie ambition ETI, pour avoir des entreprises, un plus grand nombre de TI, puisque le nombre de TI françaises est à 2800 aujourd'hui contre 6500 en Allemagne. Pour augmenter ce nombre de TI, il faut avoir des entreprises solides et des entreprises qui ont un bilan solide. Donc, comment on fait pour renforcer ce niveau de fonds propres et où se situent les fonds propres dans l'univers du financement? Donc, pour renforcer ces fonds propres, bon, d'une part, on peut effectivement avoir recours à un apport de la part des actionnaires, mais sinon, il faut pouvoir le financer par du capital investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait d'un paysage des entreprises françaises qui est historiquement des entreprises familiales, l'appétence à l'ouverture du capital est moindre par rapport aux entreprises des États-Unis.
En revanche, et nous le verrons plus tard, le deuxième volet du plan de relance a pour objectif de renforcer ces quasi-fonds propres en amenant vers un dispositif totalement inédit, qui est le dispositif des prêts participatifs relance et des obligations relance, les entreprises à renforcer leurs quasi-fonds propres. Donc, pourquoi ces fonds propres ont un impact direct sur le montant de l'octroi et le coût des financements? Parce qu'ils ont un impact sur l'ensemble des notations auxquelles les entreprises sont confrontées. D'une part, et bien évidemment, la notation Banque de France, vous avez peut-être vu un article ce matin dans Les Échos qui parlait de l'évolution de cette notation Banque de France de façon à se conformer aux exigences européennes, puisque la Banque de France, comme nous-mêmes en tant qu'agence de notation, faisons partie d'un mapping de toutes les agences de notation européennes, et nos notations ont pour objectif de permettre aux établissements bancaires d'octroyer des montants et des coûts de financement. Et le montant des fonds propres a pour vertu, le volume des fonds propres d'une entreprise ont pour vertu d'améliorer l'ensemble des systèmes de notation auxquels les entreprises sont confrontées. Donc la notation Banque de France, les notations internes des banques qui sont également dépendantes du comportement des entreprises avec leurs établissements bancaires, la quantité des flux, la transparence de l'information, nous y reviendrons, c'est quelque chose de primordial pour tirer son épingle du jeu, mais également les notations de l'ensemble des agences de notation telles que Inbonis Rating. Un autre facteur qui devient de plus en plus important et qui est de plus en plus suivi par les partenaires financiers, ce sont effectivement les facteurs extra-financiers, l'ensemble des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pourquoi ? Parce que vous en avez là aussi certainement entendu parler, un grand nombre de réglementations sont en train de se mettre en place et aujourd'hui et encore plus en 2020 contre on vous a perdu un instant, Emmanuel. Oui, excusez-moi. Petit problème de connexion. Donc, l'ensemble des partenaires financiers vont être contraints d'avoir une attention particulière sur l'évaluation de la durabilité des entreprises dans lesquelles ils investissent. C'est-à-dire qu'ils vont devoir justifier de leurs investissements en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est pour ça que, d'ores et déjà, dans nos notations financières pour PME et ETI, chez Inbonis, nous avons une attention particulière à hauteur de 35% sur ces critères ESG. Parce que nous sommes convaincus qu'une entreprise qui ne serait pas, qui n'aurait pas d'attention particulière sur ces enjeux de gouvernance, ces enjeux sociaux et ces enjeux environnementaux, ne peut pas être performante sur le plan financier. Donc, nous avons également développé, pour accompagner les entreprises dans cette démarche ESG, une notation spécifique avec une méthodologie spécifique adaptée aux PME et aux ETI qui permet, d'une part, de regarder sur les critères environnementaux l'impact de l'entreprise en matière environnementale, donc ces impacts positifs sur l'environnement, mais également ces impacts sociaux en matière de recrutement, de mixité, d'accompagnement de ses collaborateurs au niveau de la raison d'être des entreprises,
mais également en matière de gouvernance, quant à une transparence au niveau de tous les points liés à la gouvernance et à l'indépendance de sa gouvernance. Merci. Maintenant la main à Thierry pour merci aborder Emmanuel. les comportements. Alors effectivement, les délais de paiement sont une des problématiques prises en compte. Vous le savez, Altares est membre exclusif du réseau Dun & Bradstreet et la problématique ESG est largement prise en compte dans l'ensemble du réseau, de sorte à ce que chacun des acteurs membres, et Altares en particulier, soit en capacité d'offrir des informations spécifiques sur ces questions d'ESG, parce que le traitement de la data, historiquement, nous a conduit à observer des comportements différents selon l'attitude que les entreprises pouvaient avoir entre elles. Et ça tient souvent à la gouvernance, mais pas seulement. Et l'enjeu des comportements a largement été observé dans l'univers DB. Je rappelle que nous avons un programme spécifique qui s'appelle le DunTrade, de collecte des balances âgées, pour faire de l'observation factuelle de la façon dont les entreprises se comportent en termes de règlement. Et sur ces 50 ans d'histoire, de façon assez systématique, nous pouvons évidemment observer que les entreprises qui gagnent, ce sont les entreprises vertueuses. Regardons sur 2 slides très simples les dernières observations sur les comportements les plus délictueux, si je peux utiliser le terme. Donc, je le redis, nous considérons les balances âgées et observons donc à la lecture de ces factures quel est le comportement de l'entreprise. Et sur cette slide-là, je me concentre sur les factures qui ont le plus de retard, 3 mois de retard. 3 mois de retard, c'est quand même très important. Et nous avions donc réussi à avoir un niveau de retard qui était dans une amélioration sensible au lendemain des directives, de la loi LME, et puis progressivement, probablement parce que la culture nous mène à cela, il faut donc changer cette culture et cet état d'esprit, les comportements de long retard avaient repris. Puis est arrivée la Covid, et naturellement, quand on dit Covid, nous avons une baisse significative du nombre de grands retards. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait plus de business. Donc, s'il n'y a plus de business, il n'y a plus de facture. Et s'il n'y a plus de facture, il n'y a plus de retard. Mais dès la reprise de l'activité et dès la reprise sortie premier confinement, nous avons observé à nouveau une augmentation très forte des retards de règlement. Et à partir de l'automne, donc nous étions sur des niveaux de grands retards supérieurs à ce que nous avions connu avant la Covid. Si vous voyez mal les chiffres, on est aux environs de 7% d'entreprises qui payaient à ce moment-là avec des retards supérieurs à 90 jours. Le slide s'arrête à septembre, mais nous avons une situation qui ne s'est pas améliorée de façon significative, avec même une légère dégradation sur la fin de l'année 2021. Alors Emmanuel parlait de la cotation Banque de France, vous avez probablement vu aussi combien le gouverneur insiste pour considérer que, en plus de la cotation crédit habituelle, la cotation Banque de France doit associer une qualité de comportement. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que l'entreprise aurait une bonne cote de crédit, cette entreprise pourrait se voir dégradé du fait de ces mauvais comportements. Les échéances, c'est d'abord de regarder la situation des comportements de règlement des entreprises les plus grandes pour progressivement donc descendre sur des entreprises de taille inférieure, de sorte à ce que notre économie puisse apprendre ou réapprendre à avoir des comportements plus favorables. Je vous rappelle que pour ce qui est de l'équivalent trésorerie perdu à cause des retards de paiement, nous mesurons dans le rapport de l'Observatoire des délais de paiement, dont Altares est contributeur de longue date, que cela représente environ 19 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, c'est autant d'argent qui manque dans les caisses, souvent des PME.
Slide suivante, regardons ce que la France peut présenter versus l'Europe. Nous avons traditionnellement, et nous sommes aujourd'hui revenus à une situation où la France présente des comportements meilleurs que ce que nous observons sur l'Europe. Pour autant, sur l'été 2020, nous avons malheureusement eu une dégradation tellement forte et soudaine que nous avons rejoint la moyenne européenne avec des retards de règlement qui ont dépassé les 14 jours en moyenne, sachant que traditionnellement, depuis la LME et les directives dont je parlais tout à l'heure, nous sommes en France aux environs de 12 jours de règlement. C'est à peu près d'ailleurs la moyenne que nous avons réussi à tenir tout au long de la crise financière 2008 jusqu'à la crise des dettes budgétaires. Et puis à partir de 2018-2019, la situation s'est améliorée un cran en plus, avec des retards qui ont réussi à descendre sous le seuil des 12 jours pour atteindre 11,3 jours, donc à l'arrivée de la crise Covid. Nous avons à l'automne réussi à confirmer l'amélioration, c'est-à-dire une baisse des retards de règlement. Pour autant, comme je le soulevais tout à l'heure, la situation des entreprises sur cette fin d'année 2021 est un peu plus délicate et les retards de paiement, à l'image des trésoreries qui se resserrent, sont à nouveau en augmentation. Et en augmentation sur à peu près toutes les tailles, c'est-à-dire qu'on focus souvent sur les grands acteurs comme étant ceux qui payent en plus grand nombre des retards de règlement. C'est pas simplement une histoire de taille, c'est naturellement pour les grands une histoire de fluidité de la chaîne de facturation et donc des outils dont ils disposent, mais c'est aussi le fait qu'il y a dans la situation Covid que nous avons connue eu beaucoup d'aides qui ont permis aux entreprises d'être dégagées de certaines contraintes de règlement, je pense notamment aux cotisations, et qui ont pu payer donc les fournisseurs. Aujourd'hui, la situation se tend, à la fois parce que, on l'a redit, le coût de l'énergie notamment et l'inflation est assez importante, mais pour rester sur la problématique ESG, nous devons nous souvenir que lorsque la crise Covid est arrivée, s'est présentée de façon tout à fait brutale et inattendue pour beaucoup d'entreprises, une rupture des livraisons en provenance de la Chine et de Wuhan en particulier. Et donc, il a fallu à ce moment-là, évidemment, envisager des solutions de retournement, des alternatives, et ceci n'a pas pu être fait pour toutes les entreprises de façon convenable. Pour autant, tout cela a précipité une chaîne de facturation qui a conduit à ce que des entreprises soient à leur tour incapables de payer à l'heure leurs fournisseurs parce qu'elles-mêmes étaient payées en retard. Et donc cet effet-là, naturellement, a conduit à ce que certains fassent un peu plus d'efforts que d'autres, et pas simplement des PME. Il y en a eu beaucoup, mais aussi des grands qui sont souvent pointés du doigt. Et cet effort-là est important parce que au moment de la reprise, et aujourd'hui encore, le fournisseur se souvient de qui il a aidé et de comment il a été aidé durant cette période difficile. Et lorsque vous êtes dans une relation d'affaires, il y a évidemment la question de confiance qui reste la clé. Et si vous avez payé vos fournisseurs à l'heure, ces fournisseurs se souviennent que vous devez probablement être livré un peu plus prématurément que d'autres clients qui ont malheureusement souhaité vous payer avec un peu plus de retard. Emmanuel, je vous repasse le flambeau pour les prêts participatifs obligations de relance. Merci Thierry. Donc effectivement, et nous en avons brièvement parlé précédemment, donc les premières mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour faire face à la crise Covid étaient les PGE. Ces PGE distribués de façon massive étaient là en mesure d'urgence pour faire face à des problèmes de trésorerie et pour éviter les défaillances d'entreprises. On peut tous affirmer aujourd'hui qu'ils ont très bien joué ce rôle-là. Hein. Thierry nous en a parlé précédemment. Les défaillances ont largement baissé.
Le deuxième volet que nous allons maintenant aborder va répondre à la deuxième problématique que je vous ai présentée, à savoir la nécessité pour nos entreprises d'investir sur du long terme, de gagner en compétitivité, et ce, non pas en continuant à alourdir le fardeau de la dette, mais en proposant et en mettant en place deux dispositifs que sont les prêts participatifs relance et les obligations relance, qui ne sont pas, non pas des fonds propres traditionnels, parce que justement, ils ne vont pas diluer le capital des entreprises, mais qui sont des dispositifs de quasi-fonds propres, donc qui, par nature, renforcent quand même le bilan des entreprises. Donc, effectivement, ce programme, unique par son ampleur, parce qu'il a mobilisé, c'est une grande première dans les dispositifs de financement aux entreprises, parce qu'il a mobilisé l'ensemble de la place financière, d'une part, les assureurs qui vont mobiliser les liquidités pour répondre à ces besoins d'investissement des entreprises en finançant l'économie réelle, mais également les banques et les sociétés de gestion qui vont distribuer et être en contact avec leurs clients pour mettre en place ces dispositifs, les agences de notation comme Inbonis, la Banque de France, Kivalio ou Scope Rating, qui vont être là pour permettre et accompagner les entreprises à démontrer la résilience de leur business model et en quoi elles sortent leur épingle du jeu au sein d'un secteur d'activité. Et enfin, également Bercy qui effectivement a organisé tout ça, puisque ce dispositif est régi par un décret européen qui fixe les contraintes et la garantie de ce dispositif européen. Donc, ce programme, c'est 12,7 milliards d'euros. Donc, on voit bien qu'on est loin du montant qui a été distribué sur les PGE. Donc, c'est un dispositif qui va être beaucoup plus sélectif, qui, contrairement au PGE, ne va pas être distribué à l'ensemble des entreprises qui le sollicitent, ou presque, mais qui va être régi par une qualité minimale de crédit fixée à BB- ou équivalent. Et enfin, qui va être fléché vers des entreprises qui ont des projets de croissance externe ou de croissance organique et qui ont une volonté de gagner en compétitivité. Pourquoi ce dispositif est considéré comme des quasi-fonds propres? Parce qu'il bénéficie d'une franchise d'amortissement importante, 4 ans ou 6 ans pour les prêts participatifs relance, avec un remboursement pour les obligations relance en in fine total, c'est-à-dire que pendant 8 ans, on rembourse les intérêts et qu'au bout de 8 ans, c'est intérêt plus capital. Et ce dispositif, je le répète, est non dilutif, c'est-à-dire qu'il est sous forme de prêt pour les prêts participatifs relance et d'obligations sèches pour les obligations relance. Donc, si vous vous souvenez de ma première slide où je vous présentais où se situait le niveau de fonds propres dans l'univers du financement, il y avait juste en dessous les fonds propres classiques une catégorie de financement qui s'appelle la dette mezzanine, qui, de façon habituelle, a un coût entre 12 et 15%. Et là, vous le voyez, grâce à la garantie dont bénéficient ces dispositifs, le coût des obligations en relance va être divisé par 3 par rapport à de la dette mezzanine classique. Donc, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui est inédit et qui, en fait, permet aux entreprises de financer leurs projets d'investissement sans pour autant venir consommer les cash flows immédiats qui permettraient de relancer leur activité. Donc, je l'ai dit, c'est un changement effectivement de paradigme important. Au début de la crise PGE distribuée de façon massive auprès de près de 700 000 entreprises,
pour des montants de 143 milliards d'euros. Là, on va être sur un dispositif beaucoup plus sélectif, 12,7 milliards d'euros. Ça va concerner à peu près entre 10 et 12 000 entreprises, tous secteurs confondus, hormis le secteur financier, mais tous les secteurs d'activité, y compris les plus touchés par la crise, peuvent solliciter ces types de financement. Néanmoins, il y a des règles de concentration au sein des différents fonds. Donc, c'est pour ça qu'il y a des critères d'éligibilité à l'entrée, donc une condition de notation minimale de W- ou équivalent, et la présentation d'un plan d'affaires, d'un business plan étayé qui justifie des sommes sollicitées. Ce dispositif reste, comme je l'ai dit, très attractif parce que si on regarde où il se situe par rapport au dispositif plus usuel, on voit bien que son taux d'intérêt reste très compétitif par rapport à tout ce qu'il existe dans l'univers du financement, compte tenu des avantages qu'il présente, la franchise d'amortissement, le fait que ce soit non dilutif, entièrement subordonné à l'ensemble des dettes présentes dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, ce dispositif est exigible en dernier recours avant les actionnaires de l'entreprise, et surtout sans garantie. Donc, on ne va pas venir demander la caution personnelle du dirigeant ou des garanties sur des actifs dans le cadre de ces dispositifs. Donc, que ce soit les prêts participatifs ou les obligations relance, ils vont renforcer la solvabilité des entreprises parce que au regard du code monétaire et financier, ils sont assimilés à des quasi-fonds propres. Il y a une mise en place efficace et une documentation standard de la part des sociétés de gestion et des banques qui le proposent. Ça permet, c'est le premier dispositif, et ça c'est quelque chose d'important dans l'univers du financement des PME et des ETI, qui permet d'attirer et de flécher l'épargne accumulée des ménages vers l'économie réelle. C'est un dispositif qui permet également l'investissement productif puisqu'il va faciliter la mise en place de financements long terme pour financer les croissances externes et les croissances organiques des entreprises. Et enfin, comme indiqué dans la première partie de ma présentation, vu que ce dispositif est considéré comme des quasi-fonds propres, il a la vertu d'améliorer l'ensemble des notations auxquelles les entreprises sont confrontées, à savoir la notation Banque de France et les notations internes des banques, ce qui va permettre sur du long terme de pouvoir renforcer la relation avec vos partenaires financiers. Donc, comment évaluer cette qualité de crédit W- et comment montrer la résilience de son business model et la capacité de son entreprise à tirer son épingle du jeu. Alors, vous connaissez très certainement ce qu'est la notation de crédit pour les grandes entreprises. Donc, nos grands concurrents tels que Standard & Poor's, Moody's et Fitch distribuent des notations qui permettent aux grandes entreprises d'avoir accès de façon massive au financement des capitaux. Inbonis Rating, nous sommes la première agence de notation européenne destinée aux PME et aux ETI, c'est-à-dire que nous avons été agréés par l'autorité européenne des marchés financiers pour une méthodologie spécifique qui permet d'évaluer la qualité de crédit des PME et des ETI sur un horizon moyen terme. Donc, nous évaluons le risque financier des entreprises, nous émettons des notes sur la même échelle que Standard & Poor's, mais en allant au-delà de l'évaluation du simple risque financier, puisque nous allons évaluer votre entreprise au regard du risque lié à l'activité, c'est-à-dire les points forts et les points d'effort de son modèle économique, de sa croissance, de sa concurrence, mais également, bien évidemment, le risque financier avec la solvabilité,
la rentabilité, l'endettement, les liquidités. Un gros point de la notation, et c'est là que nous faisons le lien avec, c'est sur ces deux derniers risques que nous faisons le lien avec les notations extra-financières. Un point particulier et une attention particulière de la notation pour les PME et les ETI est lié aux risques liés à l'actionnariat et à la gouvernance, parce que nous savons bien que la façon dont sont prises les stratégies, la façon dont est mise en place la stratégie, la façon dont sont prises des décisions au sein d'une PME et d'une ETI sont intimement liées aux performances de l'entreprise. Et enfin, le risque lié à l'environnement économique, c'est-à-dire l'empreinte que vous allez avoir sur votre zone d'achalandise, sur l'environnement géographique, mais également l'empreinte sociale de votre entreprise. Donc, lorsque nous émettons un rapport de notation, vous avez la note et un rapport qui met en exergue tous les points positifs et tous les points négatifs de votre business model au regard de ces différents risques évalués. Alors, pourquoi avoir recours à une agence de notation et pas seulement à la notation Banque de France? Tout simplement parce que la notation que nous proposons est une notation actualisée de la situation de votre entreprise qui va tenir compte des événements récents et des perspectives d'évolution de votre entreprise. C'est-à-dire que nous faisons une analyse prospective du risque de votre entreprise d'un point de vue qualitatif et donc nous allons nous projeter sur ce qui va se passer, bien évidemment en tenant compte de ce qui s'est passé précédemment sur les 2 derniers exercices, mais en ayant une attention particulière sur la projection de votre entreprise, sur son business plan, sur l'analyse de sa stratégie. Et nous allons effectivement avoir une approche beaucoup plus qualitative des différents points d'analyse dont nous tenons compte dans nos notations, que ce que va avoir par exemple la Banque de France et où nous remonter. Bon, nous avons perdu une nouvelle fois Emmanuel. Je vais en profiter pour répondre à une question. Ah, Emmanuel, vous êtes revenu. Oui, excusez-moi. Je t'en prie. Quelques petits soucis de connexion. Il nous reste 10 minutes, Emmanuel. Le dernier point sur le rendu, c'est que nos rapports de notation, le CRAN de notation est accompagné d'un rapport d'une dizaine de pages qui vous permet d'avoir une argumentation structurée auprès de l'ensemble de vos partenaires financiers. Donc, les raisons pour lesquelles nos clients sollicitent nos notations, d'une part dans le cadre de recherche de financement comme les obligations en relance, mais également dans le cadre d'appels d'offres pour justifier et avoir une argumentation structurée de la qualité de crédit de leur entreprise. Donc, en résumé, et ce qui est à retenir de notre intervention, c'est qu'il est aujourd'hui primordial, compte tenu des évolutions du système financier, de démontrer la résilience et la singularité de vos entreprises auprès de vos partenaires financiers, de faire preuve de transparence, que ce soit au niveau de l'analyse financière ou extra-financière, et du coup d'argumenter au plus près votre stratégie, d'accompagner vos demandes d'investissement de business plan étayées. Et les obligations relance et les prêts participatifs relance sont un dispositif indispensable et c'est tout ce dont l'économie actuelle avait besoin pour renforcer la structure financière des entreprises et permettre de se développer. Merci de votre attention. Nous allons maintenant répondre aux questions. Thierry, je pense que vous aviez commencé
pendant mes problèmes de connexion. Alors, j'allais justement dire que j'allais répondre à la première, tenter de répondre à la première. J'ai vu une question sur les faillites, le Q4, comment ça s'est passé. Alors, je ne vais pas dévoiler des chiffres qui ne sont pas totalement arrêtés, mais que Altares va communiquer, je l'aurais dit, dans quelques jours. Pour autant, j'avais dit sur le T3 que le T4 finirait évidemment de façon un peu plus difficile parce que nous avions à la fois des chiffres de décembre 2020 qui avaient été plutôt bons, et puis il y a un moment, l'activité nous rattrape. Et donc oui, le mois de décembre a été plus compliqué, pour ne pas dire parfois beaucoup plus compliqué, sur de nombreuses activités, sur de nombreuses régions. Et ça n'est pas lié que à la question des coûts des matières premières, puisque c'était dans la question posée. Il y a aussi le fait qu'il y a des entreprises qui ont eu du mal à tenir, et elles ont tenu grâce aux aides, mais aujourd'hui elles sont à bout de souffle au moment où l'activité redémarre de façon forte. Je le rappelle, nous étions en 2021 sur une croissance à 6,7, on est sur 2022 à une croissance attendue de 3,6. Donc, il y a quand même une activité forte et donc il faut tenir. Et pour tenir, il faut avoir à la fois des structures. Emmanuel vient de dire combien il est possible d'accompagner les entreprises qui en manquent et à la fois, bien évidemment, disposer de liquidités. Et certaines en manquent aujourd'hui aussi. Alors, s'agissant des efforts, les plus de 200 milliards d'euros ont servi à ça, mais il y a aussi le fait que malgré tout, lorsque 2022 nous aura permis, j'espère, de tenir les 3,6 de croissance, en dépit de ça, nous serons à la fin de l'année 2022 en dessous du PIB que nous aurions dû avoir si la Covid n'était pas arrivée. Et cet écart va être à peu près supérieur au voisin de 1,5. Et donc, on peut naturellement se dire que ces 200 et quelques milliards auraient pu nous permettre, compte tenu de l'importance de la somme, de rattraper et d'effacer la crise dès 2022. Donc, il va falloir attendre encore un peu. Et attendre même assez longtemps pour des activités qui se cherchent encore. Il y a des activités en fragilité dans le monde de l'industrie mécanique, automobile. Il y a de l'activité, il y a un niveau de faillite très faible, par exemple, sur la restauration, mais ça ne veut pas dire que l'activité soit au rendez-vous. Il y a évidemment dans ces activités-là des structures de PME qui ont été fragilisées. C'est surtout là que nous avons dans ce secteur enregistré le plus de défaillances. Si les petits restaurants s'en sont sortis, les restaurants de 10, 15 ou 30 personnes sont malheureusement tombés. Donc, il faut être vigilant. Ensuite, il y a d'autres questions qui tiennent davantage aux prêts participatifs, obligations de relance. Donc, c'est plutôt pour vous, Emmanuel, avec notamment la question de savoir si Bruxelles avait prolongé les prêts jusqu'en 2023. Oui, merci Thierry. Donc, effectivement, nous n'avons pas encore la confirmation définitive au niveau de la Commission européenne pour cette prorogation jusqu'en 2023. Néanmoins, je pense que cette information n'aurait pas été divulguée si ce point-là était un point problématique. Donc, je pense qu'effectivement, nous pouvons d'ores et déjà opter pour une prorogation de ce dispositif jusqu'à fin 2023, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des PME et des ETI. Ensuite, concernant les questions liées au coût du financement des OR, alors le coût du financement des OR, il n'est pas si élevé que ça. Effectivement, il est entre 5 et 7%, mais comme je vous le disais dans la présentation, c'est des obligations qui sont de façon habituelle assimilées à de la dette mezzanine qui, elle, est entre 12 et 15%. Et compte tenu de différés importants de 8 ans de ce dispositif, ce n'est pas un coût qui est conséquent, bien au contraire, c'est un coût qui est divisé par 3. C'est effectivement un dispositif qui est exactement ce qu'il faut aux entreprises dans un contexte de reprise d'activité,
parce qu'il permet d'investir sans consommer les cash flows qui rentrent et donc du coup qui ne viennent pas alourdir les charges de remboursement de la dette dans un contexte qui est encore relativement incertain du fait de l'inflation, du fait des problèmes d'approvisionnement, du fait des problèmes de main-d'œuvre. Donc, c'est un dispositif qui permet d'avoir une latitude dans sa stratégie d'investissement. Donc, c'est quelque chose qui correspond parfaitement, je dirais, à un contexte de reprise d'activité post-crise. Et enfin, pour répondre à la question sur l'attractivité de ce dispositif auprès des PME et des ETI, il est vrai que les prêts participatifs relance qui sont lancés depuis le mois de juin dernier connaissent quant à eux un démarrage lent et ont du mal à trouver leur clientèle. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour les obligations relance, qui, elles, ont vu le jour il y a maintenant 1 mois et demi et qui rencontrent un franc succès auprès des PME et des ETI qui sont éligibles. Alors, les obligations relance, elles, s'adressent à des tailles d'entreprise un petit peu plus conséquentes que les prêts participatifs relance, puisque le chiffre d'affaires minimum pour les obligations relance est de 16 millions d'euros, mais elles connaissent un franc succès auprès des grosses PME et des ETI parce qu'elles sont, je dirais, un premier dispositif pour apprendre à connaître un ensemble d'acteurs qui, jusque-là, ne finançaient pas de manière conséquente ces segments d'entreprise, puisque historiquement, le financement des PME et des ETI en France était couvert jusqu'alors à hauteur de 75% par le système bancaire et que les obligations relance sont, elles, distribuées par des sociétés de gestion. Et elles permettent, je dirais, aux chefs d'entreprise d'apprendre à se connaître avec ces partenaires financiers-là et à être un premier pas vers la diversification du financement et vers les exigences attendues par ces acteurs de la dette privée et du capital investissement. Est-ce que les sociétés de gestion sont plus exigeantes que les banques pour les prêts participatifs? Alors, elles ne sont pas plus exigeantes. Il y a des critères qui sont un petit peu différents, puisque déjà, comme je le disais, le niveau de chiffre d'affaires n'est pas le même. Il y a effectivement un niveau de levier aussi à respecter, c'est-à-dire qu'il faut que le niveau de dette financière plus le montant des obligations relance soit inférieur à 5. Et ensuite, et pour faire le lien avec notre présentation, les sociétés de gestion sont appétentes à regarder les critères extra-financiers de l'entreprise et le coût des obligations relance peut diminuer au cours de l'obligation en fonction du respect de critères extra-financiers qui ont été fixés en amont avec la société de gestion. Effectivement, pour répondre à Bertrand, l'enveloppe des OR est largement inférieure à l'enveloppe des prêts participatifs relance. Pourquoi ? Parce que, je le répète, aujourd'hui, les acteurs financiers qui ont le contact direct avec les PME et les ETI, ce sont les banques. Et donc, quand le dispositif a été pensé par l'ensemble de la place financière, à juste titre, il avait été pensé que du fait du contact privilégié des établissements bancaires avec leurs clients PME et ETI, c'était le maillon le plus opportun pour proposer ce genre de dispositif. Il s'avère que dans la mise en œuvre, ce n'est pas tout à fait le cas pour différentes raisons. Mais voilà pourquoi l'enveloppe de PPR est, elle, à 11 milliards et l'enveloppe d'OR à 1,7 milliard. C'est proportionnel, je dirais, à la relation
qu'ont les différents établissements financiers avec les dirigeants. Et effectivement, ce programme a été, l'enveloppe pour ce programme a été largement revue à la baisse puisqu'elle devait être de 20 milliards au départ, 14 milliards pour les PPR et 6 milliards pour les obligations relance. Je dirais que le faible démarrage des PPR n'a pas œuvré en faveur de montants plus conséquents pour les obligations relance, mais peut-être que ces choses peuvent évoluer au cours du temps en fonction de l'appétence des entreprises à solliciter ces différents dispositifs. Nous sommes arrivés au terme de l'heure qui nous lie. Je vous remercie à tous pour votre attention. Nous vous partagerons la présentation ainsi que le lien vers le replay. Merci Thierry pour ces précieux éclairages sur l'environnement économique et bon appétit à tous. Merci à tous. À très bientôt, au plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.